Il est 8h21. Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Qu'avez-vous retenu de l'intervention du président hier sur France Inter? D'abord, le sentiment que c'était une opération de com'. Le président est venu pour nous dire ce qu'il avait fait, pourquoi il l'avait fait, comment il l'avait bien fait. Les seuls moments où il y avait vraiment forme de sincérité, où on avait l'impression qu'il y avait de la vérité, c'était les moments où il s'énervait quand vous autres, les journalistes, vous l'interpelliez sur la prise de distance avec ses promesses, le fait qu'il n'y avait pas de fidélité avec ce qu'avait été sa campagne. S'il s'est énervé, c'était pas une opération de com. Je dis ça juste on un mot avait pour défendre l'impression... notre travail, mais enfin une opération de com, c'est une Non, mais opération sans le prenez pas de contradicteur. manière personnelle. Je pense que sa démarche était clairement une démarche de communication et d'autopromotion. Et les seuls moments où il y avait de la vérité, j'ai trouvé dans son ton, c'était ces moments d'énervement. Vous lui faisiez remarquer que sa politique avait absolument rien à voir avec sa campagne. Il y a une deuxième chose qui m'a frappée, c'est que il était en campagne. On a eu le sentiment qu'on allait avoir maintenant d'ailleurs une succession de Hollande à la télé, Hollande sur le terrain, le retour de François Hollande en campagne, et une campagne qui ne s'adressait pas forcément à tous les Français. Alors c'est dommage parce que c'est tous les Français qui sont à l'écoute de France Inter le matin, et là on avait l'impression que c'était un message qui s'adressait d'abord aux camarades du Parti Socialiste, singulièrement aux cadres, qui était un message du « j'occupe le terrain, je suis là, j'ai l'intention de me représenter ». Je ne vous parle pas du contenu, je vous parle de la démarche. J'ai l'impression que c'était la démarche de quelqu'un qui voulait occuper le terrain dans la perspective de 2017. Bon, dans un cas comme dans l'autre, je n'ai pas trouvé que ça répondait sur le fond aux questions des Français. Oui, on essaie de Il y parler du avait fond. des sujets qui étaient sur lesquels c'était très léger, par exemple sur la question du chômage. Les 180 000 nouveaux chômeurs de l'année 2014 et ceux qui étaient à l'écoute de France Inter hier, qu'est-ce qu'ils auront retenu de l'intervention de François Hollande? Sur la question des impôts, sa promesse réitérée, parce qu'en fait tous les ans il nous l'a refait, de dire allez l'an prochain je les augmente plus, dans un contexte dans lequel en plus on augmente tous les tarifs, parce que ce 1er janvier, il y a tous les tarifs qui ont augmenté, elle n'était pas bien concluante. J'ajoute une dernière chose qui, moi, m'a surprise, parce que je pensais que ce n'était pas le moment le plus difficile pour lui. Il n'a pas vraiment répondu aux questions des auditeurs. Il y a eu des questions très précises. Il y a eu des questions très précises de la dame qui faisait part de son expérience dramatique avec l'histoire de son mari, qu'elle avait été confrontée à la fin de vie. Elle posait une question très précise, d'une manière assez poignante et digne. Il n'a pas vraiment répondu. Il y a eu à 2 reprises une question très précise sur Fessenheim. Il n'a pas répondu clairement. Sur Fessenheim, c'est pas la peine de faire un exercice. On est dans le flou sur la date. Sur la fin de vie, il a expliqué qu'il avait fait sienne les positions adoptées par Leonetti et Claes, les 2 députés UMP et PS qui ont déposé une proposition de loi que vous n'approuverez pas, Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai cru comprendre qu'elle faisait assez largement consensus. Soyons clairs, cette dame posait une question qui était de savoir s'il irait au-delà de cette proposition de loi. Non, il n'a pas répondu clairement à la question de cette dame. Maintenant, si vous me demandez ma position en moi je trouve que la proposition de loi Claes-Leonetti est une bonne proposition et je la soutiens. Mais je vous dis, je n'ai pas trouvé qu'il avait répondu à la question des auditrices, et je trouve que c'est une démarche curieuse d'aller sur une radio où il y a une question des auditeurs, si c'est pour les fuir à ce point-là. Sur le fond de sa politique économique, baisse d'impôts et de cotisations pour les entreprises, loi Macron avec ouverture des commerces le dimanche, qu'en dites-vous? C'est en gros ce que vous réclamez, Nathalie Kosciusko-Morizet, ou ce que vous préconisez? Personnellement, c'est loin de ce que je réclame. Prenons l'exemple de la loi Macron, qui est un exemple de grande actualité, tout le monde en parle. On est dans une situation économique qui est grave, qui a été grave en 2014, qui a pas l'air d'être parti pour s'arranger furieusement en 2015, avec des séries d'entreprises qui vont mal, qui déposent le bilan, une courbe du chômage qui, loin de s'inverser, a continué à progresser. Et mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui aurait vécu à l'étranger, verrait ce décalage entre la situation économique française et les pays qui repartent, parce que les taux de croissance dans les pays voisins sont bien supérieurs aux nôtres. Et arrivant à Paris, apprend que le grand débat politique, c'est la loi Macron et un débat entre le président de la République et le premier secrétaire du Parti Socialiste sur la question de savoir si on va pouvoir travailler 5 dimanches, 7 dimanches, 9 dimanches ou 12 dimanches. Est-ce que vous avez l'impression... Vous tenez pourquoi vous... Est-ce que vous avez l'impression qu'on est à la hauteur des enjeux? Non, mais le premier problème
problème que je veux soulever, c'est que je trouve qu'on n'est pas à la hauteur. On a besoin de choses radicales en matière d'activité, en matière d'économie, en matière d'emploi. On a besoin de se transformer, de se réformer en profondeur. Par exemple, il y a un sujet sur lequel François Hollande avait annoncé qu'il bougerait, et je trouvais que c'était une bonne chose. C'est la question du cadre du travail, durée du travail, mais aussi tout simplement les seuils qui s'imposent aux entreprises, et même, je vais plus loin, C'est en le négociation code du avec les travail. partenaires Le sociaux. code du travail. Moi, je suis favorable, non pas seulement à la modification à la marge du code du travail, mais à la réécriture du code du travail. Je trouve que le jour est venu pour ça. On a un code du travail qui est pléthorique, qui est incroyablement compliqué. Il faut avoir une direction des ressources humaines entières et plein de juristes pour pouvoir le comprendre. Il y a plein d'entreprises d'ailleurs qui parfois ne respectent pas, sans même savoir, se font rattraper par ça. Le réécrire à partir de principes simples et laisser ce qui n'est pas dans le code du travail à la négociation des entreprises. Ça, ce serait une réforme radicale. Et au lieu de ça, on nous propose la loi Macron. Il y a des choses dedans. Il y a une centaine d'articles. C'est une loi fourre-tout. Il y a des choses, on est pour, des choses, on est contre. Chacun peut avoir son point de vue là-dessus. Mais surtout, elle n'est pas à la hauteur. D'accord. Des pour et des contre. C'est le Sur cas à la question... l'UMP. C'est le cas dans le groupe UMP Non, où non, non. L'UMP est très plusieurs majoritairement, députés ont fait savoir qu'ils la contre la voteraient. loi Macron. Pour cette raison, d'abord, Hmm. que je mets en avant, qui est qu'elle n'est pas à la hauteur du sujet. Après, si C'est on pas rentre la dans loi le du détail, siècle, a si dit on le rentre dans le président. détail, oui, mais c'est très paradoxal, cet aveu du président, parce que ça fait 3 mois qu'il nous explique que c'est une loi énorme, que c'est formidable. Dans ses vœux, je crois que le seul ministre qu'il a cité, c'était Macron, en nous disant que c'était la loi qui allait tout révolutionner en matière de croissance. Et hier, sur votre antenne, il dit, oui, c'est pas la loi du siècle. Mais ça sonne comme un aveu. On a besoin de la loi du Ce sera siècle. celle du On a siècle besoin prochain, a-t-il dit. d'une loi radicale. Si vous voulez rentrer dans le détail des propositions de la loi Macron, Hmm. moi, si les choses étaient... Le problème, c'est que c'est une loi fourre-tout. Il y a Hmm. tout dedans. Sur la question du travail le dimanche, par exemple, moi, je suis favorable à l'extension de l'ouverture, la liberté d'ouverture des magasins le dimanche à Paris. Ça fait longtemps maintenant que je milite pour ça. Je voudrais que dans tout Paris, il y ait liberté d'ouverture des commerces le dimanche. C'est une mesure qui serait favorable à De, l'emploi et qui irait dans le sens des nouveaux rythmes de vie. de tous les commerces, effectivement. De tous On les parle de commerces. l'UMP, Nathalie Oui. Kosciusko-Morizet, des jeunes UMP qui réveillonnent avec des militants ou des dirigeants du Front National. Ça vous pose problème? Ils ont été convoqués par le président des jeunes UMP et dans le but de Et, clarifier ce qui s'est passé. Parce que et alors? si ils sont allés à une soirée et il s'est trouvé par hasard qu'il y avait le numéro 2 du Front National, voilà, c'est pas les soirées que je prise personnellement, mais ça reste quelque chose qui est privé. Si en revanche, ils ont choisi délibérément de réveillonner dans un cadre qui en fait était manifestement un cadre politique dans lequel ils savaient qui serait là et que ça, c'est une démarche qui prend un sens politique, alors c'est pas la même chose. Et à ce moment-là, il n'aurait plus sa place. L'UMP a été très clair par la voix de Nicolas Sarkozy, ça a été redit à plusieurs reprises, il n'y aura aucun accord, aucun rapprochement, aucune proximité avec le Front National. Donc cette soirée du réveillon, son contexte a besoin d'être clarifié. Ça va être fait par le président Ça des va jeunes être fait, UMP. ça n'a pas encore été fait. Hein. Non, ça Vous doit n'avez être pas fait le cette compte-rendu de semaine. Il a ces été explications. convoqué. Avez-vous eu récemment, ces dernières heures ou ces derniers jours, Christian Leclerc au téléphone? C'est le maire de Champlan dans l'Essonne, maire que vous connaissez. Oui, je le Il est connais dans parce qu'il votre est dans ma circonscription. circonscription. Mais oui, je l'ai appelé. Je vais vous dire, moi j'ai été très choquée par cette affaire. Parce que perdre un enfant, c'est ce qui peut arriver de pire, je pense. C'est ce dont on a tous peur. Enfin, c'est quelque chose qui horrifie, c'est quelque chose qui fait peur. C'est une espèce de peine insondable. Et imaginez que dans une situation pareille, on puisse être confronté à une telle incompréhension, un tel rejet, tel que ce qui s'est passé a été décrit, c'est insupportable. Et bon, j'ai réagi très vivement parce que je trouvais que c'était juste insupportable. C'était comme une deuxième mort. Enfin, c'était pas possible. Et puis j'ai voulu comprendre puisque, comme vous l'avez dit, je connais le maire de Champlan qui est dans ma circonscription. Je l'ai appelé. Bon, ce qu'il dit, c'est qu'il a été complètement débordé, qu'il n'était pas sur place et qu'il nie en fait avoir donné des instructions dans le sens de ce qui a été rapporté par la presse. Dont Vous le acte. croyez? Il s'est d'ailleurs Vous le croyez? excusé. J'y étais pas comme vous. Et Hmm. d'ailleurs, il n'y a pas d'écrit dans cette affaire-là parce que c'est des choses qui se sont passées au téléphone. Dont acte. Donc, il s'est d'ailleurs excusé. Il a essayé Et alors, de une erreur de ses présenter, services, de un présenter des malentendu? excuses. Il y aura de toute façon un travail là-dessus, une enquête, puisque Hmm. le président
le défenseur des droits, Jacques Toubon, s'est saisi de la question. Il y a aussi une enquête préliminaire qui a été ouverte. Et va enquêter sur le sujet. Pour discrimination. Mais je pense que c'était important de toute façon qu'il s'excuse. Voilà, il dit que c'est pas le cas. Moi, je l'entends, on n'y était pas. Nathalie Kosciusko-Morizet, d'autres questions pour vous dans la deuxième partie de cet entretien, juste après la revue de presse et avec les auditeurs d'Inter évidemment qui continuent de nous appeler au 01 45 24 7000. Le 7-9, intervenez. Au 01 45 24 7000 pour interpeller ou questionner notre invitée ce matin, la vice-présidente de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. Au standard, François est en ligne depuis Paris. Bonjour François. Oui, bonjour Patrick Cohen, bonjour Madame Kosciusko-Morizet. Bonjour. Madame Kosciusko-Morizet, je suis un vieux Parisien et j'ai très attaché à l'animation de nos quartiers par le petit commerce et j'ai été très étonné, choqué de vous entendre tout à l'heure affirmer que vous étiez favorable à l'ouverture généralisée de tous les commerces le dimanche à Paris. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter au moment de la campagne municipale avec plusieurs de ces petits commerçants que je connais, que je fréquente régulièrement. Et ils me disent, si cette mesure passe, pour nous c'est la mort. Ce sont leurs propres mots. Alors, je suis étonné que vous soyez d'accord avec une mesure qui risque d'entraîner à la mort d'une bonne partie de nos petits commerçants et une chute brutale dans l'animation qui fait le charme de nos quartiers. Merci François pour cette question. Merci pour votre question. Alors, je suis favorable à la liberté d'ouverture des commerces le dimanche sur tout Paris et je ne crois pas que ce serait la mort du petit commerce. Et c'est moi vous dire pourquoi. Aujourd'hui, en fait, à Paris, il y a des zones d'ouverture le dimanche. Certain nombre de quartiers qui sont considérés comme très touristiques. Ces quartiers sont mal découpés. C'est assez absurde. Vous avez par exemple le viaduc des Arts entre la Bastille et la gare de Lyon. C'est pas touristique et d'ailleurs c'est à peine passant. Et ça peut être ouvert. Mais vous avez aussi le boulevard Haussmann qui lui est très touristique. Et là, c'est complètement fermé. Boulevard Haussmann, siège des deux grands magasins parisiens, des Galeries Lafayette et du Printemps. Mais c'est le cas aussi pour les rues du luxe, du côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré et tout ça, où il y a en semaine énormément d'achats touristiques et d'achats détaxés. Ça veut dire qu'on passe à côté de milliers d'emplois, de touristes qui, le dimanche, partent faire leur shopping à Londres, parce que le shopping maintenant, qu'on le veuille ou non, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça fait partie du tourisme, c'est au cœur d'un certain nombre de voyages touristiques, et donc on passe à côté de milliers d'emplois, d'achats qui ne se font pas à Paris. Je pense que c'est une erreur, je pense que c'est même une faute, dans le contexte économique dans lequel on vit, on ne peut pas passer à côté. J'ajoute que de plus en plus, les grandes capitales, elles vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez beaucoup de grandes capitales, et même d'ailleurs de grandes villes en France, qui sont ouvertes le dimanche. Prenez une ville comme Bordeaux. Depuis le milieu des années 90, Bordeaux est en liberté d'ouverture des commerces le dimanche. Est-ce que les petits commerces ont disparu? Non. Ça correspond simplement à un rythme de vie et aussi à une place faite à l'emploi. Pardon, Paris, Bordeaux est en liberté d'ouverture des commerces le dimanche dans les limites fixées par la loi aujourd'hui. Non, Bordeaux est une ville dans laquelle vous avez liberté d'ouverture des commerces le dimanche. Ils sont classés zone touristique. En entier. En entier. La ville entière. En entier. Et il n'y a pas la mort des petits commerces à Bordeaux. Donc moi, ce que je dis pas, c'est qu'il faut que ce soit ouvert partout. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait la liberté d'ouverture partout à Paris. Il y a des quartiers où ça correspondra pas à un besoin et une activité touristique et à la vie du quartier, mais il y a des quartiers où ce sera ouvert. Et je pense que ça permettra de créer des milliers d'emplois, notamment du fait de l'activité touristique. Un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Hélène Roussel, une question peut-être? Oui, que pensez-vous de la loi de santé, notamment de la généralisation du tiers payant? Vous demande Médecins Vénères. C'est un collectif sur Twitter de médecins en grève. De médecins en grève et qui vont manifester aujourd'hui à Paris. On en a parlé dans les journaux. Je suis défavorable à cette loi. On reçoit d'ailleurs aujourd'hui à l'UMP avec Nicolas Sarkozy un certain nombre de représentants du monde médical pour en parler avec eux. D'abord, j'ai l'impression que ça va être très compliqué pour les médecins, que ça n'a pas été fait dans la meilleure concertation avec eux, parce que techniquement, en fait, c'est beaucoup de travail en plus pour les médecins. La moindre des choses, ça aurait été de les associer complètement au processus. Et puis, je ne suis pas complètement convaincue sur le fond par la généralisation du tiers payant, par l'idée qu'on paye rien, même pas un petit quelque chose, parce que ça coûte, quoi, pour montrer que ça coûte. On ne paye pas à l'hôpital, on ne paye pas chez les infirmiers, oui, on ne paye pas chez les kinés, la plupart des professions médicales. Maintenant à l'hôpital, dans les chambres, ils vous affichent les tarifs
pour que vous sachiez quand même ce que ça coûte. Et je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Parce que ça coûte, parce que une grande part de notre déficit, c'est aussi la partie de la sécurité sociale, parce qu'on sait aussi qu'on a des soins qui sont parfois pas adaptés en trop. Voilà, savoir que ça coûte et que si on en abuse un jour, il n'y en aura plus, comme disaient les autres, c'est important. Christiane nous appelle de Grenoble. Bonjour Christiane. Pardon? Ah, est-ce Christiane en ligne? Christiane? Oui, bonjour. Voilà, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Je voudrais simplement demander, bonjour à Nathalie. Bonjour madame. Bonjour, et je voudrais simplement vous demander, vous, ce que vous auriez répondu à la place de François Hollande à propos de la fin de vie. Ah, alors écoutez, d'abord moi je suis très favorable à la proposition Claes-Leonetti qui, donc je le rappelle pour nos auditeurs, en fait, permet d'aller au-delà de la loi Leonetti aujourd'hui, de la compléter en quelque sorte. Pardon, vous l'avez dit ça tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, et vous avez reproché à l'antenne il y a quelques minutes à François Hollande d'avoir fait cette réponse-là. Et donc l'auditrice vous dit, qu'auriez-vous vous répondu à l'auditrice? Patrick Cohen, ce que j'ai reproché à François Hollande, c'est de ne pas avoir été clair avec l'auditrice. Elle disait, la loi Claes-Leonetti, ça ne va pas assez loin, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Et il n'a pas répondu. Bon, alors donc, votre réponse à vous? Moi, ma réponse, c'est que la loi Claes-Leonetti, je la trouve bien. Je pense qu'elle ne résoudra pas tous les problèmes. Je pense qu'elle ne résoudra pas tous les problèmes, mais pour avoir été confronté au sujet et pour l'avoir regardé de près, les dispositifs qui existent aujourd'hui en Suisse ou en Belgique, moi je ne suis pas prêt à les adopter et à les transposer comme ça, cash en France. Pour être, alors là aussi très précis avec nos auditeurs, au-delà du projet Claes-Leonetti, qui est un projet de sédation profonde en fin de vie, les deux questions qui se poseront pour quelqu'un qui voudrait aller au-delà, c'est soit ce qu'on appelle l'euthanasie en tant que telle, soit le suicide assisté, qui sont deux branches un petit peu différentes. Ce sont des choses qui sont pratiquées dans des pays voisins de la France. Moi, j'ai regardé de près la façon dont ça se passait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la transposition de ces dispositifs, mettre en œuvre en France ce genre de choses telles qu'il se passe en Belgique ou en Suisse, pour moi, c'est non. Jean nous appelle de Chartres. Bonjour Jean. Oui, bonjour Madame Kosciusko-Morizet, bonjour à Monsieur Cohen. Bonjour. Madame, vous ne m'avez vraiment pas convaincu. Je ne comprends pas que vous ne puissiez pas voter la loi Macron. Je dirais même qu'il faut être parfaitement imbécile. Vous, l'UMP, qui n'avez pas eu le courage d'en écrire la première ligne quand vous étiez au pouvoir. Vous me poussez donc à voter socialiste. Mais je salue l'honnêteté intellectuelle je dirais de la bande des quatre, c'est-à-dire, si je ne fais pas d'erreur, Monsieur Apparu, Monsieur Lefebvre, Monsieur Mariton et Monsieur Mariani qui vont la voter. Je vous remercie, monsieur, pour votre appréciation gracieuse, mais je vais vous dire quand même pourquoi cette loi, moi, ne me satisfait pas. C'est une loi fourre-tout. Donc, dedans, il y a des choses auxquelles on peut être favorable et des choses auxquelles, moi, je ne le suis pas du tout. Et quand vous votez une loi dans le système français, vous la votez en bloc. Maintenant, si vous voulez que je rentre dans les détails, je l'ai dit, je suis favorable à la partie commerce dimanche. Je trouve que c'est un peu ridicule le débat de savoir si on va vers 5, 7, 9, 12 dimanche, mais je suis favorable à la partie commerce dimanche. En revanche, il y a une centaine d'articles dans cette loi. Je vous prends un exemple de choses à laquelle moi je ne suis pas du tout favorable. C'est la libéralisation du transport par car. Je vais plus loin. Moi j'ai été ministre en charge des transports. C'est un truc qui m'a été proposé par l'administration, parce que ça c'est des marronniers de l'administration qui proposent à tous les ministres. Et j'ai refusé. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. C'est pas cohérent. On cherche à développer le transport propre. On cherche notamment à développer le ferroviaire. Libéraliser le transport par car, ça va à l'encontre. Ça va créer évidemment une concurrence pour le ferroviaire là où elle n'en a pas forcément besoin. Ça va pas créer de l'activité? Ça va à l'encontre de l'écologie, mais il ne faut pas en créer n'importe comment. Ah bon? Et ça va en casser dans le ferroviaire. Les emplois que vous créez ici, vous allez détruire ailleurs en l'occurrence. Ça va à l'encontre de l'écologie. Ça va à l'encontre de la sécurité. Moi, je vous pose la question. Vous avez une classe de mer, vous avez des enfants qui vont partir en classe de mer, on vous dit on hésite entre prendre le train et prendre le car. Vous avez envie de quoi, Patrick Cohen? Moi, je préfère qu'ils prennent le train. Oui, voilà. Mais je vous dis pas qu'il faut jamais prendre le car. Mais entre la voiture individuelle et l'autocar, on peut choisir l'autocar aussi. Mais c'est pas comme ça que va se faire l'alternative. C'est pas vrai que c'est pas comme ça que va se faire l'alternative. Il y a pas des lignes de train qui desservent toutes les villes. Moi, je ne pensais pas avoir. Moyennes. J'ai entendu ça hier sur votre antenne. Je pensais pas avoir un jour un président de la République en France qui se prétend écologiste et supprime les cours de vence poids lourds, et puis qui après se prétendant toujours écologiste nous présente comme le nec plus ultra de la modernité le développement du transport par autocar. Non. Et ça, monsieur, c'est dans la loi Macron. Alors non, je vote pas ça. Bon, c'est clair. Une précision importante concernant
l'ouverture le dimanche parce qu'on a des habitants de Bordeaux qui nous appellent et qui n'ont pas le même constat que vous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Polo qui nous dit tout est fermé le dimanche à Bordeaux. Daniel qui nous dit j'habite Bordeaux, à part la Fnac, rien n'est ouvert le dimanche. C'est un mensonge, vous avez la même chose sur Twitter? J'ai la même chose, Anne Chapiechoka qui nous dit qu'elle a beaucoup de mal à trouver des magasins ouverts le dimanche. Vérifiez, il y a la liberté d'ouverture. D'accord, mais la rue Sainte-Catherine, tous les commerces de Bordeaux sont Parce que ça ne correspond pas fermés. à leur intérêt. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut ouvrir et obliger les gens à ouvrir. Je vous dis que donner la liberté d'ouverture dans une ville dans laquelle il y a une activité touristique, c'est pas absurde. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en réponse à l'auditeur. À Paris, ce sera loin d'être ouvert partout si vous donnez la liberté d'ouverture. Il y a des quartiers dans lesquels ce sera manifestement l'intérêt des commerçants et il y a des quartiers dans lesquels ce ne sera pas le cas. Maintenant, la liberté d'ouverture, elle permet aussi de sortir de ce problème du zonage dans lequel on est aujourd'hui, qui est un petit peu absurde. Vous regardez le Marais, il y a la rue des Francs-Bourgeois qui fait la limite. D'un côté, c'est ouvert, de l'autre côté, c'est fermé. Comment vous expliquez ça? Derrière, ça crée des problèmes sur les baux commerciaux. Parce qu'en fait, dans les petites zones d'ouverture de commerce le dimanche, les baux commerciaux augmentent très fortement. Le prix des baux commerciaux augmente très fortement. Et donc, vous avez un décalage entre ces commerces-là et les commerces qui sont en dehors de la zone. Voilà, moi, je dis que c'est plus simple de donner liberté d'ouverture dans une grande ville comme Paris, dans laquelle il y a de l'activité touristique. Alors, les gens ouvriront ou n'ouvriront pas. Puisqu'on parle de questions locales et de Paris, avez-vous été convaincu ou avez-vous un peu modifié votre position sur la question des immeubles de grande hauteur, de la tour Triangle à Paris, après que Nicolas Sarkozy a dit, mais enfin, quand même, on doit pouvoir construire des tours dans ce pays. Sur la tour Triangle, moi j'ai donné ma position pendant la campagne de Paris. Elle était très claire, elle était sur nos tracts. Tous ceux qu'on a distribués dans Paris, le programme pour Paris, on disait très clairement, voilà, on votera contre la tour Triangle. Et on l'a fait, et j'en démords pas. Je vais vous dire pourquoi. Il peut y avoir un beau quartier de Tours. Personnellement, je trouve que la Défense est vraiment froid, mais de loin, c'est en train de devenir assez joli. C'est un quartier de Tours. Le quartier de Tours, pourquoi pas? La tour unique, la tour solitaire, plantée au milieu de nulle part. On l'a déjà connue à Paris. C'est la tour Montparnasse. Les arguments qui sont aujourd'hui mis en avant sur la tour Triangle, c'est les mêmes que ceux quand il y en a qui plusieurs, étaient mis ça en va, avant c'est quand ça, il y a 40 quand il y en a ans. un, ça pose un problème. C'est pas ça, c'est une question d'urbanisme. Patrick Cohen, c'est une réalité. La tour solitaire, elle s'intègre mal dans son environnement. En fait, c'est assez... on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment solitaire. C'est des quartiers de Tours. Dans son coin, elle est toute seule. D'accord, mais c'est des quartiers de Tours. C'est rempli de C'était tours. une intervention new-yorkaise de Thomas Legrand. Ça fait le vide autour de soi. J'ajoute que la tour Triangle, moi je trouve que c'est un projet particulièrement dépassé parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle une tour de bureau en blanc. C'est-à-dire c'est une tour de bureau allouée au mètre carré. C'est-à-dire c'est pas du tout le projet initial qui était une tour mixte avec des activités variées, avec un grand hôtel, un centre de formation. C'est c'est du mètre carré alloué, comme on en trouve partout ailleurs, comme on en trouve d'ailleurs en construction, pas très loin du lieu de la tour Triangle. Donc c'est vraiment une erreur. Et je comprends pas pourquoi la municipalité non seulement s'y attache autant, mais s'y attache au point de contester le vote des élus de Paris. Parce que maintenant le Conseil de Paris a voté contre la tour Triangle. Et Madame Hidalgo explique que finalement... Elle s'y attache comme d'autres élus du groupe UMP, d'ailleurs, qui sont favorables à cette tour. Et puis parce que c'est de l'activité aussi qu'on ramène. C'est pas de l'emploi concret. Il y a un truc qui s'appelle la démocratie. Il y a eu un truc qui s'appelle la démocratie. Il y a eu un vote contre. D'accord. Il y a eu un vote contre. Une remarque là-dessus sur... Pourquoi est-ce qu'elle essaye à toute force de faire passer les choses en dépit du vote contre? On lui demandera. Anne Hidalgo sera derrière, notre invitée jeudi matin ici même. Hélène Roussel. Puisqu'on parle de Paris et de hauteur, Madame Hennequem, que pensez-vous de la décision du tribunal administratif d'annuler le projet de la Samaritaine pour ces histoires de hauteur justement du bâtiment? Et c'est Néramul qui vous pose la question. C'est une histoire compliquée parce qu'il y a eu un permis de construire qui a été une première fois validé, qui a été finalement hier en appel invalidé et il va y avoir cassation. Moi, ce que je trouve surtout désastreux, c'est que ça fait maintenant des années que ça dure. Et il faudrait trouver quand même une organisation dans laquelle on puisse, à un moment et plus rapidement que ça, savoir si on y va ou si on n'y va pas. Parce que ça fait des années que les Parisiens voient cet ensemble de la Samaritaine, qui a été un ensemble assez vivant, qui est incroyablement bien placé dans Paris, et qui, on a presque l'impression que ça se dégrade, ou en tout cas, il ne se passe absolument rien. Une espèce de trou noir dans le quartier. Donc maintenant, il faut que ça bouge dans un sens ou dans l'autre. La dernière question de cette émission revient à Thomas Legrand. Oui, comment vous regardez l'émergence de Syriza et de Podemos? Est-ce que c'est un risque, comme le considère Mme Merkel, ou est-ce que ça peut être une opportunité, comme le considérait tout à l'heure Bernard Guetta?
Alors, j'ai trouvé la chronique de Bernard Guetta sur ce sujet extrêmement stimulante parce que ce qu'il disait allait un petit peu à l'encontre des commentaires qu'on entend partout. En fait, quand il disait, mais finalement, ils veulent pas du tout sortir de l'Union européenne, ils veulent pas sortir de l'euro, c'est pas ça leur projet. C'est vrai. Ouais, enfin, c'est pas ce qui est écrit Est-ce que ça vous ici ou là. inquiète, cette émergence? Donc il faudra que ce soit. Écoutez, moi, ça m'inquiète toujours quand ça se met à glisser vers les extrêmes. Et j'ai pas bien compris quelles étaient les solutions que proposait Syriza pour sortir la Grèce de la situation dans laquelle elle est. Parce que ce qui est certain, c'est que la politique qui a été mise en œuvre en Grèce est très dure. La politique qui a été mise en œuvre en Grèce peut paraître désespérante, peut paraître désespérante pour la population. Ça, je comprends bien. Et on le voit bien, on nous parle de pertes énormes de pouvoir d'achat. On a bien vu qu'il y avait des violences. Mais qu'est-ce qu'elle propose, Syriza? Voilà. C'est quoi leur projet pour la Grèce? Moi, je crois que l'avenir de la Grèce, malgré tout, est en Europe, même si de toute façon, ils auront toute détermination. Ils choisiront. Mais je crois que l'avenir de la Grèce est en Europe. Et je souhaite que les élections soient un moment où, certes, on entend les voix de la passion, mais on écoute aussi celle de la raison. La question de Thomas Legrand était l'avant-dernière. La dernière, la voici. Oui. Vous avez des nouvelles de Nicolas Sarkozy? Écoutez, oui, je l'ai vu hier, je vous remercie, il est très en forme. D'accord, on Il l'entend pas reçoit beaucoup. aujourd'hui les professions de santé. Bah écoutez, il reçoit aujourd'hui et demain toutes les professions de santé. Je voudrais dire un truc à ce propos. Je vois bien les commentaires qui sont faits là. Le truc à la mode en ce moment, c'est de dire mais où est passé Nicolas Sarkozy? Ben oui. Mais les médias, ils ont une relation quand même assez passionnelle avec Nicolas Sarkozy. Quand il est sur les médias, on dit on l'entend trop et on le voit partout. Et puis quand il y est pas, on dit bon mais alors quand est-ce qu'il il se fait rarement interviewer. En fait, c'est ça. C'est ce qui serait bien, c'est qu'il vienne se faire interviewer. En fait, vous le voulez sur France Inter, voilà. simplement. Si vous voulez lui écoute, passer je transmettrai le message. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet Merci d'être venue, vous, au micro de France Inter. Et dans un court instant, donc, comme promis, la guerre d'Indochine rallumée par notre ami François Rollin.